let them try. We let them be your life until the end of life. If you see me coming, you better tell yourself around. Hello mes soleils et welcome back sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de ma série sur les maisons de couture. Sans plus attendre, on s'attaque à l'histoire de Givenchy. C'est parti. Hubert de Givenchy est né en 1927 à Beauvais dans une famille noble. Ses parents le destinent tout d'abord à une carrière juridique et à apprendre le droit, mais son père meurt quand il a l'âge de 2 ans et il va grandir avec sa mère qui est une femme très élégante et son grand-père qui lui transmet sa passion pour les tissus et pour la couture grâce à la collection de costumes qu'il conservait, et il a également dans sa famille un photographe de mode. Je dessinais des silhouettes de mode. Mes cousines faisaient leurs robes. Quand elles avaient choisi un patron ou deux dans des magazines de mode, je tombais sur le magazine que j'emportais pour regarder les autres modèles. Ça vous apportait un petit peu de l'air de Paris et une sensation de découverte d'une mode à cette époque. Mais sa vocation pour la mode ne naît pas de sa famille, mais plutôt de sa fascination pour le couturier espagnol Cristóbal Balenciaga, qu'il qualifiera même plus tard comme sa religion. En 1945, à l'âge de 17 ans, il décide de partir à Paris et d'intégrer l'École nationale supérieure des beaux-arts, et il commence à travailler pour le couturier Jacques Fass. Il poursuit son apprentissage chez Robert Piguet et Lucien Lelon avant de devenir le premier assistant d'Elsa Schiaparelli en 1947, puis de devenir son directeur artistique. Même si son vœu de travailler pour Cristóbal Balenciaga n'est pas exaucé, Givenchy acquiert une solide réputation et finalement en 1952, il décide de créer sa propre maison de couture après les succès de son ami Christian Dior. Il crée une première collection et impose son style en créant les séparates, dont le principe était de permettre aux femmes de s'habiller avec des pièces séparables en fonction de leurs envies. Il s'écarte un petit peu des tendances de l'époque, qui étaient jusque-là très axées sur les corsets, en proposant des jupes légères et des blouses aux manches bouffantes. Il crée par exemple la blouse Bettina, qui a été nommée après le mannequin qui l'a portée et qui est devenue un très grand succès. D'ailleurs, ce succès lui vaudra son surnom de l'enfant terrible de la couture. Givenchy a très vite acquéri sa notoriété, notamment dans des magazines comme Vogue, et en 1953, il fait la rencontre de l'actrice américaine Audrey Hepburn, qui va devenir sa muse. Je lui ai dit, écoutez, la seule chose qu'on peut faire, prenez les robes, vous me les rendrez, et puis montrez-les au metteur en scène, et puis on fera les robes comme ça. Et vous voyez, la chose fantastique, c'est qu'elle n'a jamais oublié, c'est que Audrey était d'une telle loyauté, un personnage tellement vrai, que tous les films contemporains, elle m'a demandé de l'habiller. Et de là, petit à petit, c'était un travail merveilleux que nous avions à faire ensemble. Elle l'a par exemple inspiré pour la création des parfums Givenchy, et elle assure d'ailleurs la campagne de son premier parfum qui s'appelait l'Interdit. Il a également dessiné la célèbre robe noire qu'elle porte dans le film Breakfast at Tiffany's. En 1954, c'est la consécration, il fait enfin la connaissance de Cristóbal Balenciaga, qui va devenir son mentor et un fin conseiller. La première collection de prêt-à-porter de luxe créée par Givenchy s'appelle Givenchy Université. Elle est fabriquée à Paris en 1954. Il présente alors sa première robe chemise qui va devenir une pièce iconique et qui évoluera en robe-sac en 1957. En 1958, il lance la ligne Baby Doll ainsi que les manteaux ballons. Et en 1959, les ateliers Givenchy s'installent juste en face de ceux de Balenciaga. En 1969, Hubert de Givenchy lance sa ligne pour hommes qui s'appelle Gentleman Givenchy, et c'est rapidement devenu la référence en termes de mode masculine, en mélangeant un style classique avec un style plus décontracté. En 1971, il crée des manteaux hommage aux artistes Georges Braque et Juan Mero. Durant cette période, Givenchy se diversifie énormément, notamment au niveau des accessoires, en proposant des bijoux, des cravates, des sacs, mais également avec les linges de maison, les cosmétiques et même les vêtements étrangers comme les kimonos. Givenchy est également passionné par la décoration et on a fait appel à lui pour le design intérieur de certains hôtels Hilton et également pour une voiture. En 1988, Givenchy rejoint le groupe LVMH.
Et c'est finalement en 1995 que Givenchy, lassé, décide de laisser la main. Mais il est mort bien après ça, en 2018, à l'âge de 91 ans. Alors, qui sont les successeurs de Hubert de Givenchy? Après son départ en 1955, c'est John Galliano qui reprend la main. Il est connu pour la théâtralité de ses défilés ainsi que son excentricité, par exemple avec les voiles qui recouvrent le visage, ses vestes boléro, ses couronnes de fleurs. Il a le goût de l'excès et une vision assez exubérante de la mode. Bref, il fait parler de la marque et lui donne une seconde jeunesse et les journalistes se bousculent pour assister au show Givenchy. En 1996, John Galliano quitte Givenchy pour devenir le directeur artistique d'une autre maison du groupe LVMH qui est Dior. Et il est remplacé par Alexander McQueen, le hooligan de la mode. Ce créateur avait déjà créé sa maison en 1992 et il va transposer son univers sombre à celui de Givenchy. Son style est finalement jugé un petit peu trop controversé pour celui de la maison. Par exemple, il fait défiler Amy Mullin, une mannequin aux jambes amputées avec des prothèses en bois, et cela a fait un petit peu polémique. Et sa première collection pour la maison de couture avait déjà été critiquée à l'époque. Durant ses années chez Givenchy, il s'est fait également remarqué par des déclarations controversées au sujet notamment de ses compatriotes comme John Galliano, ou bien en désignant Hubert de Givenchy comme un couturier mineur. Finalement, il quitte la maison en 2001. Julien McDonald prend sa place et va revenir à l'élégance classique parisienne, en essayant de construire une image commerciable viable tout en conservant l'ADN historique de la maison. Il introduit également les plumes et les sequins dans l'identité de Givenchy. En 2004, c'est Riccardo Tisci qui le remplace. Dans un premier temps, il s'éloigne de l'extravagance de ses prédécesseurs, avec des chemises blanches très simples et des cols lavalières. Puis il change totalement de cap en prenant pour muse Kim Kardashian et le mannequin transgenre Léa T, et ses robes deviennent très riches en ornements ou alors très dénudées. Il instaure le style gothique en mariant les imprimés, les inspirations religieuses et les imageries régressives. Certaines de ses pièces deviennent iconiques, notamment son sac Nightingale, l'imprimé Rottweiler ou bien le sweatshirt Bambi. C'est un mélange de matières luxueuses avec de la broderie, de la dentelle, etc. associé à des coupes assez sportswear et masculines. En 2017, il quitte finalement la maison après 12 ans de travail pour celle-ci. Claire Waite Keller devient alors la toute première directrice artistique de la maison. En 2018, elle crée déjà une pièce iconique en signant la robe de mariée de Meghan Markle pour son mariage avec le prince Harry. Et après 8 ans de pause avec la haute couture pour la maison, Claire Waite Keller décide de la remettre en marche avec beaucoup de succès. Donc ses collections haute couture sont très majestueuses et pointues, mais son prêt-à-porter n'a pas vraiment réussi à faire parler de lui. Et on a appris il y a quelques jours que Claire Waite Keller quittait la maison Givenchy. À l'heure où je tourne cette vidéo, son successeur n'a toujours pas été annoncé, mais je vous le dirai en commentaire dès que je le saurai. Affaire à suivre donc pour cette maison iconique, au style élégant, raffiné et avec sa pointe de fantaisie. L'image Givenchy a toujours été rattachée à la couleur et à la gaieté. Il y a beaucoup de couleurs dans la collection d'hiver. Je pensais qu'après un été aussi affreux que nous avons eu, nous pouvions faire une collection au contraire avec beaucoup de couleurs, très vives, très gaies, très jeunes. Mais surtout à la qualité et à la haute couture, puisque Hubert de Givenchy s'est toujours entouré des artisans les plus talentueux en mettant un point d'honneur sur la transmission de son savoir-faire. Reste à savoir quel chemin va prendre la maison et quel univers va nous proposer son prochain directeur ou directrice artistique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous!